Bonjour à tous sur Radio Classique LCI. Ce matin, nous recevons Elisabeth Guigou, la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, ancienne garde des Sceaux évidemment, ancienne aussi ministre déléguée aux Affaires européennes, on en parlera tout à l'heure, ancienne ministre de l'Emploi. Donc vous avez une palette de sujets qu'on va pouvoir traiter ce matin. D'abord, on va commencer par le retour de nos otages, le retour heureux de nos 4 otages du Niger. Simplement, avant même que l'avion ait atterri hier, Le Monde révélait qu'une rançon de 20 millions d'euros avait été versée, avec un récit extrêmement détaillé sur les négociations, le parcours des otages, les différents intervenants. Alors, est-ce qu'on est obligé de mentir quand on fait revenir nos otages? Est-ce qu'on est obligé de dire qu'on n'a rien payé? Je pense que c'est vrai que l'État français ne verse pas de rançon. Voilà. Et je pense que c'est un bon principe, parce que sinon, vous voyez, ce serait une incitation. Alors ensuite, il y a toujours des contreparties dans les libérations d'otages. Mais ce que nous avons décidé à l'Assemblée nationale, nous les députés de la Commission des Affaires étrangères, et nous posons très régulièrement des questions aux ministres, aux 2 ministres, Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius, mais nous respectons la confidentialité. Voilà. Je crois qu'il faut se dire, c'est normal que les journalistes posent des questions, et c'est normal que et c'est pas normal que les députés posent des questions, que vous n'allez pas leur demander de rendre des comptes. Non, pourquoi ? Parce que nous pensons que c'est logique qu'il y ait des secrets d'État. D'accord. Et que plus on est discret, du point de vue des autorités en tout cas, plus on est discret, plus on a de chances de pouvoir de voir ces otages libérés. N'oublions pas qu'il y en a encore 7 autres, et que tous les détails qui pourraient nous sembler anodins ou sans incidence pourraient avoir une incidence sur la libération des futurs otages, ou inciter d'ailleurs à la prise d'autres otages. Donc je crois que les députés n'insistent pas. Les députés de l'opposition ou nous-mêmes, nous posons des questions, mais voilà. Donc pas de rançon versée par l'État, mais peut-être par exemple des entreprises privées ou des gouvernements étrangers. Je n'en sais rien. Mais il faut bien à un moment donné qu'on rende cet argent de manière ou d'une autre, qu'il y ait d'autres contreparties. Je n'en sais rien. En tout cas, je pense que ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le président du Niger, M. Issoufou, a joué un rôle déterminant, que forcément il y a des intermédiaires, il faut bien avoir des contacts avec les ravisseurs, et que l'essentiel, c'est que nos otages soient libérés, que nous arrivions à libérer les 7 autres, dont 4 de vos confrères en Syrie. Donc vous préférez nos méthodes à celles de nos amis anglais, par exemple, qui depuis quelques années disent on ne paye pas de rançon, jamais, et qui respectent cet engagement. Du coup, on l'a vu, beaucoup d'otages britanniques ont été tués par leurs ravisseurs. Oui, enfin, n'oubliez pas que nous aussi, nous avons eu un otage qui est parvenu. Donc voilà, donc vous voyez, je crois, en tout cas, la discrétion, la méthode qui a été utilisée prouve son efficacité, puisque la famille Fournier a été libérée, que là, Françoise Laribe l'a été dès le début, mais que là, nous avons 4 otages. Donc, tant mieux, et surtout, essayons d'éviter à l'avenir ces prises d'otages. Alors, je veux dire que notre opération au Mali, qui a été évidemment crainte par les familles qui ont vécu un calvaire, par les otages. Bien sûr qu'on a eu peur que ça interfère sur ce que ça a dû être. D'ailleurs, il faut dire bravo pour à la fois leur courage et leur résilience. Donc les familles aussi ont été très courageuses. Il y a eu des moments de découragement, c'est normal. Elles ont craint évidemment au moment de notre intervention au Mali, mais au final, cette intervention a affaibli les groupes terroristes, et ce qui est vrai, parce que là, nous avons posé des questions à nos militaires dès le début. Comment faites-vous pour éviter, évidemment, que nos otages soient tués lors de ces interventions ? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Ils nous ont répondu qu'ils prenaient toutes les précautions, que les renseignements... Alors, ils ne savaient pas exactement où ils étaient, mais enfin, il y avait des précautions qui étaient prises, puisqu'ils ont exploré vallée après vallée, lorsqu'ils avaient le sentiment que les otages pouvaient s'y trouver. Voilà, que les otages étaient... On va parler d'autres révélations de presse, celles de valeurs actuelles sur l'existence, entre guillemets, d'un cabinet noir à l'Élysée. En tout cas, ce que révèle cet hebdomadaire, c'est qu'il y aurait eu des demandes de renseignements sur des archives de Nicolas Sarkozy, demandes qui auraient été transmises à la justice. Est-ce que, je ne savais pas que ça existait, vous qui avez été aussi dans les coulisses du pouvoir, les coulisses de l'Élysée, on stocke comme ça les archives d'une présidence ? Oui, c'est des archives des présidents de la République. Donc tous ces mails, tous ces courriers sont secrètes, juste pendant 30 ans, je crois. Elles peuvent ensuite être ouvertes aux chercheurs, aux historiens. Alors, elles sont accessibles lorsqu'il y a des autorisations spéciales, mais qui sont données par la justice. Il peut y avoir des demandes des juges aussi. Voilà, et par le chef de l'État, ça peut être le cas. Et là, en l'occurrence, il s'agit de réquisition d'un magistrat instructeur, le
juge Leloir, je crois, sur la base de l'article 993 du Code de procédure pénale, même du Code pénal, et qui demande d'avoir accès pour une instruction qui est en cours. Donc l'Élysée a fait ce qu'il fallait, je crois. Donc a transmis à la demande de la justice ces demandes d'archives. Voilà. Donc pour vous, rien d'anormal dans ce qui a été fait. Ma connaissance, non. Aujourd'hui, le chef de l'État va recevoir les dirigeants des clubs de foot français au nom du ras-le-bol fiscal. Les patrons de clubs de foot, eux aussi, en ont marre de payer les impôts. Ils ne veulent pas payer cette taxe à 75% sur le salaire de leurs joueurs. Est-ce que vous trouvez normal, finalement, que, alors que le Conseil constitutionnel a retoqué l'imposition à 75% des revenus, que finalement on demande aux entreprises, et en l'occurrence là, aux clubs de foot, de payer à la place des joueurs? Oui, ça me paraît normal. Vous ne préfériez pas que les joueurs payent cet impôt plutôt que leur... Peut-être, mais alors à ce moment-là, que les clubs de foot s'arrangent avec leurs joueurs et que... ce qui est quand même assez choquant, c'est la démesure prise par ces salaires. Bon, alors évidemment, ce sont des gens qui n'ont pas une carrière très très longue. Mais enfin, d'abord, il y a une inégalité entre ceux qui, les grandes stars et les autres. Donc moi, je trouve pas ça choquant. Je pense que le président de la République va les recevoir pour expliquer ce que c'est. Donc il ne va pas céder cette fois-ci? Non, Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que cette fable. Le président de la République tient un cap sur la politique économique, qui est celle du rétablissement de l'équilibre des finances publiques. Et finances publiques que nous avons trouvées dans un état de délabrement depuis une dizaine d'années, la dette, les déficits. Donc il tient un cap. C'est très difficile, c'est vrai. Et il cherche à tenir un équilibre entre la baisse des dépenses publiques, qui pour la première fois se produit, et c'est vrai, inévitablement la hausse des impôts. Vous savez que les Français ont l'impression qu'il y a plus de hausses d'impôts que de baisse des dépenses, et qu'il peut-être qu'il faudra aller davantage sur la baisse des dépenses. Ça, c'est un débat légitime, en effet. D'autre part, il faut que chacun contribue, et c'est quand même normal de faire contribuer ceux qui ont le plus de ressources par rapport aux autres. Donc, je pense que ça, c'est un débat tout à fait légitime. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, d'ailleurs, elles ont été corrigées. Quand on revient, et c'est le débat démocratique, que les députés disent, attention, là, sur l'épargne modeste, sur les PEA, sur les plans d'épargne logement, mais ça a été corrigé. Et c'était une loi qui n'était pas votée. Sur l'écotaxe, c'est une loi qui a été voulue, proposée par les gouvernements précédents, avec ce scandale au milieu de la rétrocession à un partenaire privé pour percevoir cette taxe. D'ailleurs, moi je suis très choquée depuis des années maintenant par le développement des partenariats publics-privés. Le Conseil d'État a tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Je me suis dit depuis longtemps qu'il y aurait un jour un scandale. Nous y sommes. Le scandale. C'est-à-dire que l'État n'a pas d'argent pour financer les infrastructures, donc il demande à des entreprises privées de le faire, et il les rémunère sous forme de loyer. Très franchement, oui, mais ça coûte au final beaucoup plus cher. Donc il faut s'interroger sur ces partenariats publics-privés, et moi je suis pour la création d'une commission d'enquête à ce sujet. Que vous avez demandé ? Oui, elle a été demandée au Sénat. On verra si elle se produit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais je pense que ce serait une bonne chose. Une question quand même. Vous avez pendant 5 ans fait partie du gouvernement Jospin comme garde des Sceaux et puis ensuite comme ministre de l'Emploi. On a appelé ça à un moment donné la Dream Team. Pourquoi ça marchait et pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui cloche dans le gouvernement actuel ? Pourquoi ça ne prend pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Bon, écoutez, d'abord, ça ne marche pas, ça reste à voir. Non, le contexte est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile que 1997. Mais bien sûr, alors, nous sommes arrivés en 1997, il y avait une dissolution, parce qu'on pensait déjà, c'est Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, parce qu'il pensait que la France n'arrivait pas à se qualifier pour l'euro. C'était ça. Finalement, le gouvernement a mené une politique extrêmement rigoureuse de maîtrise. Mais quand on parlait de Dream Team, c'était pas seulement sur le fond de la politique, c'était sur l'ambiance gouvernementale, sur l'esprit d'équipe. Vous le savez. Oui, mais c'est vrai que nous avions les questions étaient différentes, si vous voulez. C'est du coup le chef de gouvernement qui arrivait à créer je pense que depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, il y a une pression beaucoup plus de l'immédiateté, beaucoup plus forte. C'est beaucoup plus difficile de gouverner aujourd'hui, non seulement parce que le contexte est beaucoup plus compliqué, la crise, etc. La nécessité de rétablir 10 années de dérive financière, et on ne peut pas faire ça en un jour.
Voilà. Et par ailleurs, il y a cette pression, il y a beaucoup plus d'individualisme dans la société en général, et ça se voit aussi dans les milieux politiques. Et puis, il y a cette pression constamment d'une actualité. Vous êtes travaillé dans une chaîne info, il faut bien avoir des informations nouvelles à chaque instant. C'est compliqué pour vous. C'est encore la faute des chaînes info. Non, c'est compliqué pour vous. Gouverner, c'est difficile, vous nous dites aujourd'hui. C'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.